Un véritable drame se déroule juste sous nos yeux. La disparition massive des insectes. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Notre planète va perdre son identité. Il sera bientôt trop tard pour agir. Les êtres humains épuisent la Terre jusque dans les moindres recoins, sans se soucier des conséquences de leurs actes. Avant, je devais toujours nettoyer mon pare-brise avec tous les insectes qui venaient s'y écraser. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Minuscule et pourtant essentiel, que se passerait-il si les insectes venaient à disparaître? On peut supposer que des écosystèmes entiers s'effondreraient. Les insectes font partie des premiers maillons de notre chaîne alimentaire, mais leur nombre ne cesse de diminuer. Un phénomène qui met en péril tout le cycle de la vie. Le responsable de ce désastre écologique n'est autre que l'être humain, dont les activités fragilisent les écosystèmes. Martin Zorg et les membres de l'association entomologique de Krefeld ont pris la mesure du problème depuis bien longtemps. La disparition des insectes ne date pas d'hier. Plusieurs études ont été publiées à ce sujet. Partout dans le monde, les insectes figurent sur les listes rouges des espèces menacées d'extinction. Et cette tendance est encore plus marquée dans certaines régions de la planète. Grâce à ces observations menées sur le long terme, l'association entomologique de Krefeld va bientôt pouvoir évaluer le degré de gravité de la situation. Pour étudier l'évolution des populations d'insectes volants, Heinz Schwan installe un ingénieux piège sur les mêmes sites d'observation depuis des décennies. Nous construisons exactement le même dispositif que dans les années 1980. Et nous l'orientons toujours vers le sud. Tous les insectes qui se heurtent à cette toile noire sont ensuite attirés par la lumière vers le haut du piège. Les flacons collectés par l'association renferment un trésor biologique qui permet de mettre à jour les recensements des populations d'insectes à l'échelle mondiale. Ce type de piège nous offre un meilleur aperçu de la biodiversité des insectes volants. Nous avons recours à cette méthode standardisée depuis de nombreuses années. Nous pouvons ainsi comparer la quantité d'insectes prélevés sur un nouveau site avec celle de l'ensemble des précédents échantillons que nous conservons dans nos archives. Ces données sont très précieuses, car cette association est la seule à recourir à la même méthode de recensement depuis plus de 3 décennies. Une étude comparative établie à partir de toutes les données collectées confirme bien un déclin dramatique des populations d'insectes. La quantité d'insectes prélevés fluctue d'année en année. Jusque-là, rien de nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que la moyenne des populations accuse un net déclin. Un constat qui sera étayé par les pesées que nous effectuerons ultérieurement. Nous avons là 2 échantillons prélevés au même endroit, 15 jours après avoir installé un piège. Le premier est issu d'un piège posé en 1994 et le deuxième en 2016. Et la différence est sans équivoque. 75% des insectes ont disparu durant les 27 dernières années. Toutes les espèces d'insectes sont concernées. Pollinisateurs, nécrophores, phytophages et carnivores. Même s'il est impossible de connaître le nombre exact d'espèces définitivement éteintes, le déclin effrayant des populations d'insectes a de quoi alarmer les spécialistes du monde entier.
L'ensemble de la communauté scientifique est horrifié de constater que dans certaines régions du monde, 75% des insectes ont disparu. Il s'agit là d'une nouvelle très choquante, car les insectes ne font pas seulement partie des premiers maillons de notre chaîne alimentaire, ils constituent aussi l'espèce animale la plus diversifiée de la planète. La situation est très alarmante, car ce déclin montre qu'un changement dramatique est en train de se produire parmi l'ensemble des espèces vivantes de la planète. Et nous avons souvent tendance à oublier que nous, les humains, en faisons aussi partie. La situation, pour moi, elle est très grave. On ne parle pas de 6e extinction pour rien. On est vraiment face à des changements qui sont, en un sens, assez irréversibles. Quand des espèces disparaissent, on ne peut pas les ressusciter. Les humains auraient-ils sous-estimé le rôle de ces minuscules êtres vivants? Ce sont pourtant les insectes qui assurent en grande partie la pollinisation des fleurs. Les fruits, certaines variétés de légumes, mais aussi de nombreuses plantes dépendent de l'activité pollinisatrice des insectes, y compris des papillons, qui transportent le pollen de fleur en fleur lorsqu'ils recherchent de la nourriture. Detlef Colliggs est lépidoptériste. Lors de ses nombreuses promenades nocturnes en forêt, il constate lui aussi une disparition massive des papillons de nuit. Pour pouvoir les recenser, il attire les espèces insensibles à la lumière à proximité des écorces d'arbres avec un mélange de vin et de sucre. Les autres spécimens sont capturés au moyen d'un piège lumineux. Nous sommes ici dans une réserve naturelle. Cette forêt laissée à l'état sauvage est riche en bruyères et abrite un grand nombre d'espèces de papillons. Comme nous sommes en plein mois d'août et qu'il fait très chaud, le piège devrait contenir environ 200 à 300 papillons de nuit de 80 espèces différentes. Et je suis consterné par le nombre dérisoire de spécimens attirés par la lumière. Les papillons de nuit, qui constituent le groupe le plus important des lépidoptères, ne sont plus appâtés par le cocktail sucré du chercheur. Non pas parce qu'ils trouvent facilement de quoi se nourrir dans la nature, mais parce qu'une grande partie de leur population a purement et simplement disparu. Comme la plupart des insectes, les papillons sont gravement menacés d'extinction. Aussi bien à l'échelle des espèces que des individus, leur population a subi un net déclin durant les 20 dernières années. Les observations du chercheur viennent étayer la liste rouge des espèces en voie de disparition. Ce phénomène inquiétant pourrait être en partie imputable à l'éclairage urbain intensif. On appelle cela la pollution lumineuse. La lumière est omniprésente dans notre société. Le faisceau que vous voyez ici provient d'une lampe à lumière mixte. On peut aussi utiliser une lampe à vapeur de mercure. Ça permet de simuler l'éclairage urbain standard. Ces lampes émettent un large spectre lumineux, riche en longueurs d'onde courtes, qui attire un grand nombre d'insectes nocturnes. Mais l'éclairage public n'est pas la seule cause de la disparition inquiétante des insectes. Les écosystèmes ne sont pas bouleversés par un facteur dominant isolé, mais par un ensemble de menaces interdépendantes qui entraînent le déclin massif des insectes. De nombreuses espèces animales disparaissent avant même que l'être humain ait pris conscience de leur rôle sur la planète. En étudiant les déplacements des bourdons, des éthologues toulousains cherchent à déterminer l'importance du sens de l'orientation dans leur survie. L'équipe de Mathieu Lioro élève une colonie de bourdons dans le cadre d'un projet de recherche. Les bourdons font partie de la famille des abeilles sauvages. Au sein d'une même colonie, les butineuses empruntent souvent des trajectoires identiques, ce qui laisse supposer que les insectes communiquent entre eux. Mais selon quels critères choisissent-ils leurs itinéraires ? Sont-ils aussi capables d'évaluer et de mémoriser les distances parcourues? Donc, ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment les bourdons développent des routes entre les fleurs dans leur environnement naturel. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les visites des bourdons sur les fleurs avec un système de caméra à détection de mouvement.
Et comme vous pouvez le voir, on a plusieurs fleurs dans cette tente. Et en analysant tous les vidéoclips des différentes webcams, on arrive à retracer les trajectoires des bourdons individuellement. Pour analyser en détail la route empruntée par les bourdons, les chercheurs marquent le dos de chaque spécimen d'un numéro. Cette méthode permet de ne pas perturber les insectes dans leur déplacement. Bon, ce qu'on aimerait comprendre, c'est comment, à l'intérieur de la ruche, donc les butineuses, celles qui vont chercher de la nourriture, choisissent où aller dans l'environnement. Et une fois qu'elles connaissent différents emplacements, différentes fleurs, est-ce que d'une façon ou d'une autre, elles optimisent leur trajet pour visiter toutes ces fleurs et revenir à la ruche ou pas? Des gobelets en plastique coloré feront office de fleurs. Ceux dotés d'un couvercle bleu sont marqués à l'aide d'une goutte d'eau. Les jaunes avec de l'eau sucrée, un cocktail très apprécié des butineuses. Les chercheurs renouvellent plusieurs fois l'expérience en jouant sur la quantité et l'emplacement des fleurs. Avant le début du test, ils ont calculé l'itinéraire le plus court entre le nid et les différentes fleurs. Donc avec ce type de setup expérimental, on a pu démontrer que les bourdons et les abeilles domestiques sont capables d'optimiser leur trajet entre un petit nombre de fleurs artificielles. Donc entre 5 et 10 fleurs artificielles. Par essai et erreur, ces individus vont arriver à trouver la route la plus courte pour joindre toutes les fleurs et retourner à la ruche. Donc c'est quelque chose qui est pour nous assez impressionnant, puisque cela correspond à résoudre un problème mathématique qui est connu comme complexe. Le moindre petit changement perturbe donc totalement le système d'orientation complexe des bourdons. Mais qu'est-ce qui peut bien les déstabiliser à ce point? Mais on sait que des bourdons ou des abeilles exposées à certaines doses de pesticides sublétales, donc qui ne tuent pas, désorientent ces animaux. Donc si ça les désoriente, eh bien, ça ne leur permet pas d'avoir des trajectoires de butinage optimales et potentiellement de ramener moins de nourriture à la colonie. Et donc de moins nourrir la colonie. Et par effet boule de neige, cela pourrait aboutir à un déclin brutal des colonies. Les chercheurs soupçonnent les pesticides agricoles de désorienter les insectes. La France a déjà interdit 5 produits phytosanitaires à base de néonicotinoïdes. Les pesticides sont-ils responsables de la disparition massive des abeilles et des bourdons? C'est précisément ce que cherche à savoir l'équipe de Hans-Heinrich Katz à Halle, dans l'est de l'Allemagne. Les scientifiques procèdent à plusieurs tests sur des abeilles mellifères. Dans un premier temps, ils mettent les abeilles non pas au contact d'un insecticide, mais du Roundup, un herbicide riche en glyphosate et épandu massivement par les agriculteurs contre les mauvaises herbes. Selon le fabricant, ni son produit ni le glyphosate ne sont toxiques. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques étudient en laboratoire leur impact sur le rythme cardiaque de spécimens vivants. Les résultats révèlent que les abeilles non exposées au glyphosate présentent une fréquence cardiaque d'environ 220 à 240 pulsations par minute. Chez les insectes entrés en contact avec l'herbicide, cette fréquence diminue de 80% après 10 minutes d'exposition et tombe à 50 battements par minute en moyenne. Elle ne retrouve des valeurs normales qu'au bout d'1 heure après la fin de l'exposition. Nous avons constaté que la fréquence cardiaque des abeilles avait tendance à baisser en fonction de la dose de Roundup ou de glyphosate utilisée. Au contact de cette substance, les insectes sont donc affaiblis. Cette baisse du rythme cardiaque entraîne notamment une mauvaise oxygénation du cerveau ou d'autres organes. Le chercheur a également étudié l'impact du glyphosate sur les abeilles saines en leur faisant ingérer une concentration de produits équivalente à celle que l'on trouve dans les champs. Les résultats de ces analyses sont éloquents. 10 à 15 minutes après l'ingestion, la fréquence cardiaque de l'abeille diminue de 20 à 30%. Je ne m'attendais pas du tout à ce que le glyphosate produise un tel effet sur les abeilles.
Je pensais que cette substance était peu toxique et agissait uniquement sur les plantes. J'étais persuadé que ce produit était inoffensif, ce qui aurait été évidemment bien plus rassurant. Quelles sont les conséquences de cet engourdissement chez les abeilles mellifères lorsqu'elles survolent les champs traités au glyphosate? Pour le savoir, les chercheurs procèdent à un test comparatif et font à nouveau ingérer aux insectes marqués d'un point jaune un mélange à base de glyphosate. Plusieurs études ont déjà mis en évidence les effets de certaines substances chimiques sur les abeilles. Il est certain que les pesticides ont un impact sur les abeilles mellifères. Ils les affaiblissent, mais ne vont pas jusqu'à causer leur mort, qui est due à d'autres facteurs. En revanche, ces produits phytosanitaires jouent certainement un grand rôle dans la disparition des abeilles sauvages. Ce test est censé prouver que le glyphosate perturbe les abeilles lorsqu'elles retournent dans leur colonie. Un groupe témoin d'abeilles marqué d'un point blanc a ingéré un mélange d'eau et de sucre proche de la composition du nectar des plantes. Les deux groupes d'insectes ont été lâchés simultanément. Les abeilles marquées d'un point blanc ont un comportement normal. Elles prennent leur envol, puis s'orientent vers la ruche. En revanche, les abeilles marquées d'un point jaune ont en moyenne besoin de plus de temps, et certaines vont même jusqu'à perdre totalement le sens de l'orientation. Les abeilles solitaires exposées à ces substances nocives risquent donc de perdre leur couvain. Certaines abeilles retrouvent leur chemin grâce à leur essaim, mais quelques individus désorientés ne parviennent pas à rejoindre leur ruche ou mettent beaucoup plus de temps à le faire, et cela peut leur être fatal. Les produits chimiques perturbent, étourdissent, quand ils ne tuent pas nos insectes. Ces substances entravent leur retour au nid, au risque de laisser mourir de faim leur couvain. Si certains individus ne parviennent pas à s'accoupler et à se reproduire, ce sont toutes les populations d'insectes qui, à terme, seront menacées. Les pesticides ne sont toutefois pas les seuls responsables de la disparition massive des abeilles, des coléoptères, des libellules et des cirphes. Le biologiste Teya Tjanke s'intéresse aux colonies de bourdons. La pesée de leur nid lui indique comment ces populations se développent. Nous comparons diverses situations dans lesquelles les bourdons évoluent, à savoir des milieux plus ou moins riches en ressources, afin de déterminer précisément ce qui les différencie. Les résultats de ces études ont montré que les colonies de bourdons ou autres espèces d'abeilles sauvages étaient peu nombreuses dans les vastes champs de monoculture intensive. Privés de nectar, les insectes ne peuvent plus subvenir aux besoins nutritionnels de leur couvain, ni élever de nouvelles reines. Pour le biologiste, la rareté des fleurs a un impact aussi préjudiciable que l'utilisation de pesticides chimiques. De nombreuses personnes viennent seulement de se rendre compte que la disparition des abeilles ne concerne pas exclusivement les spécimens mellifères, mais avant tout les 560 espèces d'abeilles sauvages qui constituent un groupe essentiel. Tous ces insectes sont en train de s'éteindre, alors que ce sont des pollinisateurs bien plus efficaces que les abeilles mellifères. Anoush Fichichao rédige une thèse sur la fonction jusqu'ici sous-estimée des abeilles sauvages dans la culture de fruits et de légumes, en particulier des haricots et des tomates. La doctorante compare les fleurs pollinisées dans différentes conditions, avec ou sans l'aide de bourdons. Dans de nombreuses serres, on pollinise les pieds de tomates à la main depuis déjà bien longtemps.
Nous avons partiellement enveloppé ces plants dans des sachets. Cela nous permet de comparer le développement des tomates dans ces deux parties du plant. Celles laissées à l'air libre et pollinisées par les bourdons, et celles auxquelles les insectes n'ont plus accès. Nous avons procédé au même test avec les fraises, et nous avons constaté de grandes différences. Notamment que les gros fruits bien rouges, comme nous les aimons, ont pu se développer uniquement grâce à la présence de pollinisateurs. Les chercheurs savent depuis longtemps ce qui perturbe les abeilles mellifères et comment les protéger. En revanche, très peu d'études ont été menées sur leurs congénères sauvages. Teya Chanke a aménagé un champ de colza expérimental pour estimer dans quelle mesure ce type de plantation est utile aux abeilles sauvages. Certains indices montrent que pour pouvoir se reproduire, ces abeilles doivent transporter non pas un, mais plusieurs types de pollen. Le doctorant Klaus Felix a divisé chaque parcelle en deux. Sur une moitié, il fait pousser du colza, et sur l'autre, diverses variétés de plantes. Cette culture témoin est censée démontrer l'impact de certains végétaux sur la reproduction des abeilles sauvages. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de connaître le type de pollen que les abeilles ont collecté. En observant leur butin au microscope, on peut savoir de quelle plante il provient. Je vais donc juste en prélever un petit échantillon pour éviter de perturber les abeilles et identifier ainsi les plantes qu'elles ont butinées. La plupart des abeilles sauvages sont des insectes solitaires. Dans la nature, les femelles pondent leurs œufs dans de petites cavités, tiges creuses ou galeries forées dans le bois mort. Chaque cellule du nid contient un bloc de pollen sur lequel se développe une larve. Si les abeilles perdent le sens de l'orientation durant la période de pondaison, le couvain n'a aucune chance de survivre. Même la disparition d'insectes utiles a longtemps été ignorée par les humains. Seuls les lépidoptéristes tirent régulièrement la sonnette d'alarme lorsqu'une espèce de papillon disparaît. Les insectes n'ont jamais été pris au sérieux, et l'humanité a plutôt cherché à s'en débarrasser. Ce n'est pas tant la nature et la quantité d'engrais ou de pesticides utilisés qui est en cause, que la mentalité des êtres humains, qui croient toujours être dans leur bon droit et pensent que tout finit toujours par s'arranger. Il est grand temps que nous nous remettions en question et que nous prenions le temps de réfléchir avant d'agir. Nous avons souvent tendance à percevoir les insectes comme des nuisibles. Certains humains trouvent les papillons jolis, mais dénués d'intérêt pour eux-mêmes. Sans parler des moustiques ou des abeilles, que nous n'apprécions guère parce qu'ils peuvent nous piquer. Nous cherchons à nous en débarrasser et nous avons tendance à les mépriser, ce qui n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir pris conscience que des mammifères, des oiseaux ou encore certains insectes bien connus comme les papillons sont menacés d'extinction. Mais personne n'a pris au sérieux la gravité du déclin global des insectes. Notre planète compte d'innombrables espèces dont nous ignorons l'existence et le rôle essentiel. Et pourtant, leur disparition mettrait en péril des écosystèmes entiers. Tant que nous ne prendrons pas conscience de l'intérêt des insectes, nous ne serons pas en mesure de les protéger. Les insectes jouent un rôle déterminant dans le recyclage des matières organiques animales au sein des écosystèmes. Seulement 2 jours après sa mort, le corps de ce chevreuil fourmille de vie. Des milliers de larves de mouches colonisent son cadavre, tandis que les coléoptères se servent de sa chair pour y pondre leurs œufs, puis nourrir leurs larves. Sans la présence des insectes, le cycle de la vie finirait par s'effondrer. Même la transformation de matière végétale en substance minérale ne pourrait avoir lieu sans l'intervention des insectes. Voilà pourquoi Christina Gretz et Benjamin Christoffel souhaitent préserver un nid de fourmis rousses des bois établi sur les rives du canal Oder-Havel. Dès 4 heures du matin, les 2 collègues sont déjà à pied d'œuvre.
Le plus important, c'est de déplacer un maximum de fourmis. Nous intervenons très tôt le matin, car ce nid en abrite un grand nombre. Dans l'espoir de sauver la majeure partie du nid, la biologiste plonge ses mains directement dans la fourmilière. Mais les insectes ne se laissent pas faire. Ces fourmis projettent de l'acide formique. Quand leur nid est attaqué, elles crachent cette substance tout en même temps. Je ne porte pas de gants, alors ça picote un peu. Mais au moins, ça me permet de détecter plus facilement les zones chaudes de la fourmilière, où se nichent généralement les reines. Plusieurs milliers de fourmis cohabitent dans ce nid. Christina Gretz prélève aussi des œufs et des larves. Dès que nous ouvrons leur nid, les fourmis vont immédiatement chercher leurs cocons et leurs larves pour tenter de les mettre en sécurité. Ce sont des êtres vivants très sociaux. Ils s'entraident et sont très solidaires les uns des autres. C'est fabuleux à observer. Là, elle en emporte une. Et hop! Pour pouvoir sauver la majorité de la colonie, les chercheurs doivent aussi déplacer cette énorme souche d'arbre. Le bois mort, dissimulé sous l'écorce, offre un refuge idéal aux fourmis rousses des bois. Cet arbre a été abattu l'année dernière et sa souche est encore bien ancrée dans le sol. Elle n'a pas bougé d'1 millimètre. Il va falloir creuser encore un peu. Quelque chose a dû nous échapper. Ce sont les travaux d'élargissement du canal visant à permettre la circulation d'un plus grand nombre de navires qui ont poussé les biologistes à déplacer la fourmilière. L'artificialisation des sols ne cesse de gagner du terrain. Même nos jardins n'offrent plus aucun refuge aux insectes. Chaque jour en Allemagne, une surface équivalente à 100 terrains de football est recouverte de bitume. En France, près de 75 000 hectares de terres agricoles sont artificialisés chaque année. Seules les espèces protégées, comme les fourmis rousses, sont délocalisées dans des espaces appropriés à leurs besoins. Christina Gretz et Benjamin Christoffel ont appelé 2 collègues en renfort. Sans leur aide, ils auraient été incapables de charger la lourde souche dans leur camion. On ne pourra peut-être pas sauver toute la fourmilière. Mais si on ne fait rien, de plus en plus d'espèces seront vouées à disparaître. Et le château de cartes finira par s'effondrer. Pour éviter cette réaction en chaîne et préserver notre propre espace vital, nous devons protéger toutes ces espèces. La plupart des nids de fourmis rousses des bois abritent plusieurs reines. Mais Christina Gretz préfère jouer la prudence. Benny, un récipient pour les reines? La reine d'une colonie est plus grande que les ouvrières. C'est aussi la seule à pondre des œufs. Voilà pourquoi la biologiste tient à ce qu'une reine au moins soit transférée avec le nid. La souche d'arbre constitue la pièce maîtresse de la fourmilière. Christina Gretz parsème de feuilles et de branches le sable sec situé autour de la souche afin que les fourmis puissent à nouveau creuser leur galerie. Ce n'est que lorsque le nid sera prêt que la reine pourra rejoindre sa colonie. Je la réintroduis au dernier moment. À elle de se trouver un petit coin douillet. Et hop, la voilà partie. Detlef Kolligs étudie les papillons de nuit à l'aide d'un dispositif installé dans son propre jardin. Chaque matin, il peut ainsi contrôler les déplacements des différentes espèces sur son terrain. Ce n'est qu'à la lumière du jour que le spécialiste peut admirer la richesse des couleurs de ces insectes nocturnes.
C'est toujours un plaisir de découvrir cette profusion de formes et de couleurs. Il faut savoir que les papillons diurnes ne représentent qu'une partie infime de l'ensemble des lépidoptères. Le Land du Schleswig-Holstein en compte environ 2200 espèces, parmi lesquelles figurent seulement 60 papillons diurnes. Je trouve ça fascinant. Le jour, de nombreux papillons de nuit excellent dans l'art du camouflage. La bucéphale affectionne particulièrement les troncs de bouleau. Mais ce trompe-l'œil ne fait malheureusement pas le poids face à un adversaire aussi écrasant que l'homme. Detlef Colliggs planche sur un projet qui pourrait contribuer à freiner leur déclin. Dans sa volière, il élève une espèce de papillon pour la Fondation pour la protection de la nature du Schleswig-Holstein. Nous élevons des damiers de la Succise, une espèce de papillon qui, comme de nombreuses autres espèces animales et végétales, est menacée d'extinction. Ce papillon est un bon marqueur de la qualité du milieu dans lequel il vit. S'il se porte bien sur un site d'observation, ça veut dire que l'ensemble de l'écosystème va bien aussi. À l'extrême nord de l'Allemagne, les damiers de la Succise ont totalement disparu. Des sites d'observation prévoient la réintroduction de plantes indispensables à leur survie. Parmi elles, la Succise des prés. C'est sous ses feuilles que les papillons pondent leurs œufs. Les chenilles qui en naissent se nourrissent de cette plante. Il y a peu d'espoir que nous parvenions à sauver cette espèce. Mais nous maintenons notre engagement dans ce projet, car nous pensons qu'il est grand temps d'agir. Tous ces efforts montrent qu'il faut repenser entièrement notre approche de la protection de la nature et réorienter notre politique agricole. En Floride, les étés ne sont pas seulement chauds, ils sont aussi extrêmement pluvieux. De quoi ravir certaines espèces de moustiques qui prolifèrent jusqu'à devenir un véritable fléau. Philippe Stoddard, biologiste et maire de la ville de South Miami, a développé des méthodes respectueuses de l'environnement pour combattre ces nuisibles. Sa stratégie, informer ses habitants et les amener à respecter quelques règles de base. Les gens affectionnent ce type de plantes parce qu'elles poussent vite et donnent des fleurs magnifiques. Mais c'est justement la cause de leur problème. Ils plantent ces fleurs dans leur jardin et se plaignent des moustiques, alors que ce sont elles qui leur servent de garde-manger. Lors de l'épidémie du virus Zika en 2016, la ville de Miami a été aspergée d'insecticides presque toutes les nuits d'été. Philippe Stoddard n'est pas convaincu par cette méthode. Il craint que l'utilisation massive de ces produits chimiques contribue à l'expansion d'autres maladies. Toutes ces tentatives n'ont servi à rien. Il y a toujours autant de moustiques qu'avant. Et cela est dû au fait que ces insectes prolifèrent à vitesse grand V. Leurs œufs éclosent au bout de 11 jours. On a donc droit à 20 générations de moustiques par an. Ces insectes sont vecteurs de toutes sortes de maladies. Et ils commencent à résister aux insecticides. Le biologiste américain examine régulièrement les moustiques capturés dans les 2 pièges qu'il a installés dans son jardin. Il souhaite savoir si les agents pathogènes se propagent de manière inquiétante et si de nouvelles formes font leur apparition. 2 signaux qui seraient particulièrement alarmants. Les moustiques qui nous posent le plus de problèmes sont originaires des tropiques. Ils sont vecteurs de certaines maladies tropicales parce qu'ils se sont développés en même temps que les agents pathogènes. Le virus Zika, mais aussi la fièvre jaune, le chikungunya et la dengue sont des maladies qui se sont répandues dans les forêts tropicales via ces insectes. Certains d'entre eux ont ensuite propagé toutes sortes de pathologies jusque dans les villages. Mais qui sont donc leurs prédateurs? Philippe Stoddard mise sur les ennemis naturels des moustiques. Pour en venir à bout, le maire biologiste compte notamment s'en prendre à leurs larves. Dans l'eau, ce sont des proies faciles pour certains animaux. Voici notre arme biologique contre les moustiques, les gambusies.
Le problème avec l'utilisation d'insecticides, c'est qu'ils éliminent aussi les prédateurs des moustiques. Quand je regarde autour de moi, j'aperçois 2 libellules et une araignée, des prédateurs potentiels qui sont eux aussi sensibles à ces produits. Si on pulvérisait mon jardin d'insecticides pour me débarrasser des moustiques, je perdrais mon araignée et mes libellules, qui sont 2 prédateurs naturels. Et tout le problème est là. Après 2 jours de traitement, on a autant de moustiques qu'avant, mais plus aucune araignée ni libellule. Au royaume des insectes règne un parfait équilibre entre les phytophages et leurs prédateurs. Même si une espèce prolifère parfois jusqu'à devenir un fléau, des observations sur le long terme ont pu mettre en évidence une interaction bénéfique entre parasites et insectes utiles. L'intervention de l'homme, en revanche, déstabilise dangereusement les écosystèmes. Il y a toute une politique qui doit être réfléchie au terme de l'aménagement fait des paysages. Donc, par exemple, replanter des haies pour avoir des communautés d'insectes et d'oiseaux qui sont associés. Et donc là aussi, il faut qu'il y ait des lois au niveau international pour réguler ce genre de choses. Nous devons veiller à préserver davantage la nature qui nous entoure et à maîtriser au plus vite l'utilisation de fertilisants synthétiques et organiques, sans parler des doses énormes de pesticides épandus dans les champs. Nous devons aussi nous demander ce qui est indispensable dans notre alimentation et ce qui ne l'est pas. Nous devons absolument changer nos habitudes et repenser entièrement notre manière de vivre, ce qui n'est pas du tout évident. Je ne suis même pas certain que nous soyons en mesure de stopper cette disparition massive des insectes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit tenter le tout pour le tout. Une agriculture dont la finalité est le seul rendement provoque énormément de dégâts. L'utilisation massive de fertilisants fait disparaître purement et simplement les plantes adaptées aux sols pauvres en nutriments. Et qui dit absence de végétaux, dit mort des insectes. L'élevage intensif oblige aussi à faucher les prairies plusieurs fois par an et menace la survie de nombreuses plantes. Près de Landau, dans le Palatinat, un groupe de chercheurs traque de véritables champions de la survie. Nous recherchons 2 espèces de papillons, un azuré des palus et un azuré de la sanguisorbe. Ce dernier possède une 2e rangée de taches noires et est plus clair que l'azuré des palus. Ces 2 espèces de papillons sont des indicateurs de la bonne santé d'une prairie et ont pour unique plante hôte la sanguisorbe que l'on aperçoit ici. Leur survie dépend de cette fleur sur laquelle ils pondent leurs œufs. L'équipe de Joseph Zettele prélève uniquement les inflorescences des sanguisorbes. Si les papillons sont bien présents dans la région, des chenilles à l'état larvaire se laisseront bientôt tomber de ces fleurs. Ce n'est que lorsqu'elles passent au stade de nymphe que les chenilles quittent leur colonie d'adoption. Joseph Zettele cherche ces papillons depuis une vingtaine d'années. Bien que certains sols ne soient plus dédiés à l'agriculture, il constate que ces papillons continuent de disparaître. Les terres en jachère ne semblent visiblement pas suffire pour préserver la biodiversité des insectes. Les terres en jachère ne sont pas adaptées à ces papillons qui affectionnent les prairies artificielles. Cela signifie que cette espèce ne peut évoluer que dans des champs moissonnés. Sur une terre laissée à l'état sauvage, jamais fauchée ni déboisée, elle finirait tôt ou tard par s'éteindre. Joseph Zettele est co-directeur de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Il dirige plusieurs recherches sur l'impact de la disparition des insectes pour l'homme à l'échelle planétaire. Nous avons calculé que le commerce de fruits pollinisés par les insectes rapportait chaque année 150 milliards d'euros au niveau mondial. Ce montant faramineux nous montre à quel point la nature est précieuse et combien il est important de la protéger. 150 milliards d'euros, c'est le coût estimé de la disparition des pollinisateurs, soit 10% de la valeur marchande de la nourriture destinée à la consommation humaine.
rares sont ceux qui ont conscience du rôle que jouent la plupart des insectes dans nos écosystèmes. À ce jour, aucune étude n'a été en mesure d'estimer précisément leur valeur. Près de Leipzig, Nico Eisenhower dirige un vaste projet de recherche qui propose de démontrer l'importance des insectes dans la vie des êtres humains. À l'aide de caissons en verre, le chercheur a reconstitué plusieurs milieux naturels. Ce dispositif vise à identifier les facteurs capables d'influencer une communauté d'insectes et à étudier leurs conséquences sur les écosystèmes. Un tel projet était indispensable, car la biodiversité connaît aujourd'hui un déclin de plus en plus fort. Dans ces grandes caisses en verre, le scientifique simule des scénarios du futur. Il observe les changements que provoquerait l'absence de plantes ou d'insectes dans les écosystèmes. Cette méthode pourrait lui permettre de déterminer plus précisément les conséquences de leur disparition. Nous avons ici une caisse qui ne contient aucun insecte. On peut y voir une végétation foisonnante de trèfle rouge. Alors que dans ce caisson-là, on constate une prédominance d'insectes phytophages qui ont dévoré la plupart des plantes environnantes. On constate aussi l'absence de prédateurs qui permettraient de limiter la quantité de nuisibles. Ce sont justement ces prédateurs qui sont les premiers à pâtir de la disparition massive des insectes. Ce scénario est donc assez réaliste. Ce déséquilibre entre les populations d'insectes phytophages et leurs prédateurs pourrait entraîner un véritable fléau à l'échelle planétaire. Pour en savoir plus, le chercheur intervertit régulièrement les espèces dans les différents milieux simulés. Nous essayons d'obtenir le meilleur aperçu possible des communautés d'insectes évoluant au fil des saisons. Nous n'avons pas affaire aux mêmes populations au printemps, en été ou en automne. Tous les mois, nous vidons les caissons et y réintroduisons de nouveaux spécimens. Nous devons donc nous équiper de pièges et d'épuisettes pour capturer de nouveaux insectes. Dans certaines caisses en verre, le chercheur constate la présence de pollinisateurs, mais aussi d'une quantité limitée de plantes en fleurs. D'autres caissons lui permettent d'évaluer le nombre de prédateurs nécessaires à la régulation des populations de pucerons. Le scientifique souhaite aussi étudier le rôle précis des insectes auxiliaires dans les écosystèmes. Leur absence a-t-elle un impact sur les sols et les nappes phréatiques ? Les coccinelles pourraient bien lui livrer de précieux indices. Ces coccinelles se nourrissent de pucerons qui, par conséquent, sont moins nombreux à s'attaquer aux plantes. Ces changements en surface ont nettement modifié les réseaux alimentaires souterrains. Nous avons notamment constaté une forte dégradation des réseaux alimentaires souterrains. C'est donc qu'indirectement, les coccinelles ont un impact sur les communautés d'insectes en sous-sol. L'étude du mélange d'excréments et de cadavres d'insectes dans le sol constitue une mine d'informations. Plus il est varié, plus le sol est riche en nutriments. Pollinisateurs, nettoyeurs, prédateurs. Tous ces insectes remplissent une fonction bien spécifique dans le cycle de la vie, même si un grand nombre d'entre eux nous sont inconnus. Qui pourrait les remplacer? Les êtres humains? Des machines? Sans eux, serions-nous en mesure de maintenir l'équilibre de nos écosystèmes? Non, en aucun cas. Les insectes se sont tellement développés au fil de l'évolution qu'il serait extrêmement compliqué de les remplacer. Il serait aussi difficilement envisageable de recourir aux êtres humains ou à des machines pour assurer leur fonction au sein de nos écosystèmes. Je pense que si les insectes continuent de disparaître à cette vitesse, des écosystèmes entiers finiront par s'effondrer. Les insectes agissent sur tellement de choses qu'il serait difficile de décrire précisément ce qu'ils font pour assurer le bon fonctionnement de notre société. Comment peut-on imaginer les remplacer un jour ?
Les insectes font partie des premiers maillons de notre chaîne alimentaire. Ils assurent la survie d'amphibiens, de poissons, de petits mammifères et d'oiseaux. Certains en sont même totalement tributaires. Depuis les années 1980, des ornithologues observent les effets de leur déclin sur l'avifaune. De plus en plus d'oiseaux disparaissent des forêts et des prairies, et même de nos jardins. Autrefois, il n'était pas rare de croiser des vanneaux huppés en bordure des champs. Heinrich Belting et Johannes Melter se lancent sur leur piste au sein d'une réserve naturelle. Là-bas, il y a un vanneau huppé. Tu en vois un? Oui. Son petit ne doit pas être bien loin. Il doit sûrement y en avoir un. Oui, au moins un. Mais je n'en vois aucun à l'horizon. Ah si, là à gauche. Il est magnifique. Il a l'âge que nous recherchons. Tu l'as toujours en vue? Oui, il est assis tranquillement. Super. Les vanneaux huppés sont des oiseaux nidifuges. À gauche, il se déplace vers la gauche. Oui. Dès qu'ils sortent de l'œuf, les poussins partent seuls à la recherche de petits insectes pour se nourrir. De quoi faire d'eux des proies faciles pour leurs prédateurs, mais aussi pour nos deux chercheurs. Le voilà. On le bague? Tu peux le prendre? Les petits des vanneaux huppés naissent au mois de mai. Mais de nombreux agriculteurs fauchent leurs champs en pleine période de reproduction de ces oiseaux qui nichent au sol, détruisant ainsi de nombreuses couvées. Environ 12 jours. Une femelle pond environ 4 œufs par an. Mais selon les protecteurs des oiseaux, il est rare que tous les poussins survivent. Une des raisons en est le manque d'insectes. Le vanneau huppé n'en ingurgite pas moins de 1000 par jour. On va mesurer son bec. Les données relevées par les chercheurs pourraient notamment permettre d'évaluer la durée de vie de la plupart des vanneaux huppés. Son bec mesure 12,6 mm. Et hop, dans le sachet. Pendant longtemps, les protecteurs des oiseaux ont supposé que la plupart des vanneaux huppés mourraient au cours de leur migration entre l'Afrique et l'Europe. Mais il semblerait qu'ils se soient trompés. Si un poussin par nid survit, c'est bon signe pour la population. Mais dans certaines régions, on atteint à peine 0,2 oisillons par couple. La plupart des poussins meurent sur nos terres. Nous voulons savoir si les poussins trouvent suffisamment de nourriture et s'ils grandissent assez rapidement pour être capables de voler. La situation du vanneau huppé en Allemagne est critique. Nous avons enregistré un déclin dramatique au moins à partir des années 1980. Dans certaines régions du pays, près de 90% des spécimens de cette espèce ont disparu. Selon ces deux chercheurs, les décideurs politiques doivent impérativement promouvoir une agriculture qui préserve les habitats des insectes. C'est l'avenir de la biodiversité planétaire qui est en jeu. Tous les insectes et les animaux liés à cette végétation sont en danger. Autrement dit, tout l'écosystème. L'agriculture intensive accélère le déclin des insectes ainsi que celui des oiseaux. Les insectes représentent l'espèce animale la plus diversifiée sur notre planète. On n'a jamais pu les dénombrer précisément, si bien qu'on ne peut pas comparer leur population d'hier à celle d'aujourd'hui. Cependant, une chose est sûre. Non seulement leur nombre diminue, mais certaines espèces sont déjà éteintes à jamais. Les données scientifiques sont éloquentes. Il faut agir sans délai pour enrayer l'effondrement de nos écosystèmes. Nous devons absolument tirer des leçons de nos erreurs et agir rapidement. Il faut commencer par préserver la diversité de la vie en général et axer cette protection plus particulièrement sur les insectes. Car si nous en prenons soin, nous pourrons sauver de nombreuses autres espèces. Je reste donc optimiste et j'espère que d'ici les prochaines décennies, des mesures drastiques seront prises pour enfin faire pencher la balance du bon côté. Tout ce que nous entreprendrons à court terme sera décisif pour la sauvegarde de la biodiversité sur notre planète. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, il sera bientôt trop tard pour agir. C'est aussi aux politiques d'intervenir, car le citoyen lambda ne peut pas faire grand-chose. Il peut agir à une petite échelle, mais c'est surtout aux décideurs de ce monde et à tous ceux qui tiennent les ficelles de l'économie d'appliquer des mesures d'urgence. La disparition massive des insectes n'est pas irréversible, donc
On a les moyens d'arriver à le freiner également, de freiner cette perte des populations d'insectes ou ce déclin d'espèces. Donc il faut prendre des mesures fortes dès maintenant, je pense. Légiférer sur l'utilisation des produits chimiques, limiter l'urbanisation massive, végétaliser, préserver et créer des habitats naturels. Telles sont les solutions qui permettraient de protéger les insectes. Spécialisés, polyvalents, auxiliaires ou ravageurs, tous les insectes contribuent au bon fonctionnement de nos écosystèmes et maintiennent l'équilibre du cycle de la vie. Pour Detlef Colliggs, une saison dramatique s'achève enfin. L'été extrêmement chaud qui vient de s'écouler a mis à mal un bon nombre d'espèces de papillons. Si cette situation venait à s'aggraver au cours des prochaines années, cela pourrait entraîner une tendance générale sur le long terme. Cette longue période de sécheresse n'a toutefois pas eu d'impact sur son élevage de damiers de la Suxise. À la fin de l'été, les chenilles de cette espèce se rassemblent sur les feuilles de leur plante hôte, la Suxise des prés. C'est là qu'elles vont tisser un cocon pour se protéger de leurs prédateurs. Je suis content. Nous avons vu naître la nouvelle génération de damiers de la Suxise. Reste à savoir si elle survivra à l'hiver, qui est une saison délicate pour ces papillons. On ne peut malheureusement pas y faire grand-chose. L'an prochain, les chenilles se disperseront et connaîtront une phase de croissance intense avant de tisser leur cocon fin avril et de se transformer en papillons à la fin du mois de mai. Ces 8 dernières années, les protecteurs de la nature ont investi plus de 3 millions d'euros, notamment dans des aménagements qui ont permis d'augmenter les chances de survie des damiers de la Suxise. Detlef Colliggs confie ses chenilles à une réserve naturelle située à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. À l'heure du réchauffement climatique, il est d'autant plus important de préserver la biodiversité, un terme derrière lequel se cache une variété infinie d'espèces indispensables à la stabilité des écosystèmes. Nous vivons une époque bousculée par des changements climatiques majeurs, ce qui nous oblige à relever de nouveaux défis. La biodiversité doit rester notre trésor planétaire. Elle est à la fois le patrimoine et l'avenir de l'humanité. Toutes les recherches convergent et il faut enfin reconnaître les insectes pour ce qu'ils sont, les chevilles ouvrières de nos écosystèmes.